RCN. Le son de la différence. Parole de paix, c'est un magazine humaniste d'information, d'analyse et de discussion avec un collectif d'associations et d'organisations autour de Nancy. Notre collectif échange autour des conditions nécessaires à la paix, à faire humanité, mais aussi sur des conflits, des guerres et leur préparation. Des sujets que nous discutons et que nous voulons partager avec les auditeurs et auditrices de RCN parce que tout ce qui touche à l'humain nous concerne toutes et tous. Dans cette émission, nous aborderons, comme d'habitude, nous commencerons par des brèves et nous allons aborder avec l'association France-Syrie Entraide le festival qu'ils organisent qui s'appelle Syrie au cœur. Et cette année, c'est la 3e édition et nous aurons Eva avec nous pour nous en parler. Voilà. Autour des micros cette semaine, nous avons Marie-Jo d'Amnesty. Bonjour Marie-Jo. Bonjour à tous. Nous avons également Patrick de l'AFPS, l'Association France-Palestine Solidarité. Bonjour à tous. Et puis c'est Yves qui va animer le débat et le dossier de cette émission sur le festival Syrie au cœur. Yves, tu fais partie de l'UJFP et de UAVJ. Yo. UAVJ, on rappelle que c'est une autre voix juive, c'est un mouvement et pas une association. Yo. Et l'Union française juive, l'UJFP, l'Union juive française pour la paix, Yo. c'est une association pacifiste nationale qui a une ampleur. L'autre aussi, oui, même internationale. Même oui, internationale, qui soutient le peuple palestinien et qui soutient tous les combats pour la paix, pour la justice en général, oui, on peut dire. Nous militons pour la reconnaissance des droits du peuple palestinien parce qu'ils sont sérieusement bafoués depuis des décennies. Bah oui, depuis 1947 au moins, peut-être même avant. Et puis je suis aussi présent, donc Stéphane, du mouvement de l'objection de conscience. On commence par les brèves. Ah bah oui, il n'y a qu'à faire ça. Alors allons-y. Oui. Est-ce que tu veux commencer, Marie-Jo ? Tu nous avais dit ? Je veux bien commencer. Donc, moi, je représente le mouvement Amnesty International, donc le groupe de Nancy. Et le Amnesty International, comme d'autres associations, lutte pour l'abolition de la peine de mort. Alors, pourquoi j'ai demandé à intervenir aujourd'hui ? Parce que, d'abord, on est au mois d'octobre. Et que le 10 octobre, c'est la journée internationale contre la peine de mort. De plus, on est en octobre 2021 et ça fait 40 ans que Robert Badinter comme ministre de la Justice, a provoqué, si je peux m'exprimer ainsi, donc l'abolition de la peine de mort en France. Et donc ça fait 40 ans que cette victoire pour la dignité humaine a eu lieu et que la France a enfin aboli la peine de mort. Si je peux me permettre de rappeler les événements, parce qu'un certain nombre d'entre vous ne l'ont pas connu, après l'arrivée de la gauche au pouvoir en 81, le ministre de la Justice, Robert Badinter, à qui personnellement je voue quand même une admiration profonde, a porté le projet de l'abolition de la peine de mort. Donc le projet de loi a été adopté le 18 septembre 2021 et le 30 septembre par les sénateurs. J'ai oublié de dire par les députés. Et donc la loi portant abolition de la peine de mort a été promulguée le 9 octobre 1981. Et 25 ans plus tard, en 2007, l'abolition a été inscrite dans la Constitution française. Et dans ce cadre-là, je me permets de rappeler les mots de Robert Badinter. La peine de mort est vouée à disparaître de ce monde comme la torture, parce qu'elle est une honte pour l'humanité. Jamais, nulle part, elle n'a fait reculer la criminalité. Alors depuis ce temps, évidemment, l'abolition de la peine de mort a fait petit à petit son chemin. Victoire après victoire, pays après pays. Et donc, sont nombreux maintenant les pays qui ont aboli la peine de mort, soit dans la loi, soit en pratique. Mais quand même, je voulais rajouter le fait que la peine de mort
l'abolition de la peine de mort a fait son chemin. Ce qui a fait son chemin aussi, c'est l'idée qu'elle n'est pas dissuasive et que donc les pays qui la maintiennent encore sont ceux qui connaissent le plus fort taux d'homicide. Et donc, quand même, si en 2021, les 2/3 des pays dans le monde sont abolitionnistes, 55 pays continuent toujours à condamner à mort des personnes, parmi lesquelles la Chine, l'Iran, l'Arabie Saoudite ou encore les États-Unis. Les États-Unis, pardon. Et puis je voulais quand même parler d'une chose, c'est-à-dire que si on parle de l'abolition de la peine de mort, on parle peu des personnes qui sont dans les couloirs de la mort et qui sont maintenues dans des conditions absolument inhumaines. Même s'ils ne sont pas exécutés, leurs conditions sont absolument inhumaines. Et donc, Amnesty, comme beaucoup d'autres associations, souhaite que l'abolition de la peine de mort soit universelle. Et donc, parce que la peine de mort est irréversible, l'abolition de la peine de mort l'est aussi. Et je terminerai en disant que Amnesty combattra sans relâche jusqu'à disparition totale de ce châtiment inhumain. Voilà, j'ai fini. Impressionnant, oui. Les 40 ans de la fin de la peine de mort en France doivent être célébrés, en tout cas. Et on essaiera de le faire de façon digne à Nancy. Ah bah très bien. J'en reparlerai peut-être ultérieurement. Et peut-être qu'on peut dire aussi aux Nancéennes, aux Nancéens que s'ils veulent rejoindre le groupe Amnesty Nancy, parce que je crois qu'il y a aussi en ce moment une campagne de recrutement. Donc dire quand l'adresse mail c'est amnesty.nancy@yahoo.fr. Merci beaucoup. Et il y a aussi un groupe jeune, je sais pas, souvent des étudiants, amnesty.jeune.nancy. Alors, amnesty.jeune.nancy@gmail.com, ça c'est les jeunes. Et le groupe, alors j'ai vu que ça c'est le groupe 49, le groupe de Nancy, c'est amnesty.nancy@yahoo.fr. Oui, c'est vraiment, un soutien, le fait que des jeunes, quand même, des étudiants, des jeunes, des lycéens, se mobilisent pour les combats d'Amnesty, nous montre que nous, un peu plus âgés, on va dire, un peu plus vieux, il faut bien le reconnaître, sont motivés par ces jeunes qui nous poussent un peu. Je les remercie. Eh bien, je pense que le nombre d'adhérents va monter après cette annonce. Dire aussi que l'Amnesty, c'est aussi le combat contre la peine de mort, c'est un combat reconnu et fondateur presque d'Amnesty. On a fait une émission en juin dernier, qu'on peut retrouver on avait le vice-président d'Amnesty qui était avec nous, donc on invite les auditeurs qui peuvent aller écouter les podcasts de juin 2021. Et Amnesty, c'est aussi d'autres types de combat aussi, et pour faire le lien et un droit de suite à la dernière émission, je veux rappeler qu'Amnesty a lancé aussi lance une pétition actuellement, il y en a plusieurs d'ailleurs qui sont lancées, mais une qui a un lien avec notre dernier sujet sur la liberté de manifester. Et Amnesty a une pétition qui court jusqu'au 31 octobre, donc il faut aller sur le site d'Amnesty, qui s'appelle Manifestants mais pas criminels, et qui veut interpeller le président Macron sur ses engagements et sur le droit de manifester. Je vous lis juste la lettre de la pétition. Monsieur le Président, en avril 2017, en pleine campagne pour votre élection, vous vous êtes engagé auprès d'Amnesty International à protéger et garantir le droit de manifester pacifiquement. Malheureusement, 3 ans après, ce droit fondamental fait l'objet de menaces inédites dans l'histoire récente en France. L'État a certes la responsabilité d'assurer le maintien de l'ordre, mais il doit le faire en respectant les droits humains. Au-delà de très nombreux manifestants blessés résultant des stratégies du maintien de l'ordre employées, des milliers de personnes ont été arrêtées, poursuivies et condamnées alors qu'elles n'avaient pas commis la moindre violence. Ces personnes ont été privées de liberté alors qu'elles manifestaient pacifiquement. C'est inacceptable. En effet, les autorités françaises ont massivement recouru à des textes de loi contraires au droit international et ou à des lois dont la formulation trop floue a autorisé de nombreuses arrestations, poursuites et condamnations arbitraires.
interdiction de se dissimuler le visage, outrage ou participation à une manifestation non déclarée, le droit français criminalise des actions qui ne devraient pas l'être, restreignant de manière excessive une liberté fondamentale. En outre, des centaines de personnes ont été arrêtées ou poursuivies simplement parce qu'elles possédaient des équipements de protection ou du matériel pour exprimer leurs revendications. Monsieur le Président, il est temps de mettre fin à cette situation, de revenir à votre engagement de campagne et à vos obligations au regard du droit international. La France ne doit pas devenir un pays où l'on risque d'être arrêté pour avoir manifesté pacifiquement. Nous vous demandons donc instamment 4 choses. Mettre fin à la criminalisation des manifestants qui n'ont commis aucun acte de violence, abroger toutes les lois qui violent le droit international et entravent le droit de manifester pacifiquement, amender les éléments trop flous de notre législation pour s'assurer qu'elle n'est pas utilisée arbitrairement pour limiter le droit de chacune et chacun à manifester pacifiquement. Et dernier point, assurer que les mesures visant à protéger la santé publique ne génèrent pas des restrictions disproportionnées au droit de manifester pacifiquement. Donc cette pétition est en ligne sur le site d'Amnesty. Il y a actuellement 10 000, presque 11 000 signatures. L'objectif, ça serait d'arriver à 12 000. Et c'est à signer sur le site d'Amnesty jusqu'au 31 octobre. Voilà. Eh bien, merci Stéphane de cette. Bon, le débat n'est pas sur Amnesty, mais je rappelle que Amnesty est une association qui lutte pour tout le respect des droits humains. Partout. Voilà. Partout dans le monde. Partout dans le monde. Voilà. Donc, il n'y a pas une association qui lutte uniquement sur les droits en France, mais partout dans le monde, et en particulier pour, pour protéger l'humain. Tous les défenseurs des droits humains qui, quelquefois dans le monde, sont tués ou emprisonnés pour leur action non violente. Mais oui, il y a d'autres sujets. On avait aussi fait une émission avec Émeric Eluin sur les ventes d'armes. J'ai vu qu'il avait aussi sorti un nouveau livre sur la question des ventes d'armes où Amnesty, je l'ignorais. Amnesty demande plus de transparence sur ce sujet-là. Et en tout cas que ça soit pas le fait très opaque. Voilà. Donc Amnesty, encore une fois, réécoutez le début si vous n'avez pas entendu les adresses mail, mais c'est une association qui se trouve à Nancy. Tu peux la redonner. Alors je peux la redonner, bien sûr que je peux la redonner. Tu crois que je peux pas la redonner? Je ne la retrouve plus, voilà. Oui, alors voilà. Alors donc il y a amnesty.jeune.nancy@gmail.com, mais le groupe local, c'est amnesty.nancy@yahoo.fr. Très bien. Est-ce qu'on fait des choses plus localement, aussi des activités, des actions locales? Amnesty nous a dit qu'elle allait peut-être faire quelque chose pour célébrer les 40 ans de la fin de la peine de mort, mais la FPS a aussi souvent un calendrier qu'il offre à la population nancéenne intéressant, avec des conférences, avec le mois dernier, il y avait eu Sylvain Sipel. Sylvain. Ah oui. C'était très intéressant. On a fait une émission qu'on peut réécouter aussi en podcast. On l'a eu au téléphone. Et l'émission avec Sylvain Sipel est aussi sur la chaîne YouTube maintenant de rcn-radio.org. Et toi, Patrick, qui fait partie aussi de la FPS, quelles sont les réjouissances ou les activités de la FPS? Précisez que Sylvain Sipel a écrit un bouquin qui s'intitule L'État des Juifs contre Israël. Ouais. L'État d'Israël contre les Juifs. Voilà, c'est pareil. Oui. L'État d'Israël contre les Juifs. Et c'est un sujet effectivement qui est très intéressant. Voilà. Réécoutez l'émission. Donc Patrick, alors. Voilà, donc effectivement, nous organisons une soirée de solidarité avec Gaza le samedi 23 octobre à l'espace Jean Jaurès, place des Arts à Tomblaine. Alors Gaza, qu'est-ce que c'est? C'est une bande de terre de 45 km sur 8 km de large qui est située tout à fait au sud de la Palestine historique et qui a une frontière avec l'Égypte et une avec Israël. Et dans ce petit territoire vit actuellement 2 millions de Palestiniens, dont 1 400 000 sont des descendants des réfugiés palestiniens de 1948 qui ont connu la Nakba. La Nakba, c'est la catastrophe lorsqu'en 1948, les armées sionistes ont expulsé plus de 800 000 Palestiniens de Palestine.
Alors cette ce territoire de Gaza a subi plusieurs guerres, dont les dernières, la plus importante de 2014, où il y a eu 2500 morts, des dizaines de milliers de blessés, des dizaines de milliers d'habitations détruites. Ensuite, il y a eu aussi en 2018 ce qu'on a appelé les marches du retour, c'est-à-dire qu'il y a des Palestiniens qui marchaient vers la frontière avec Israël, avec les enfants, sans armes. Et les Israéliens ont tiré à balles réelles sur ces manifestants, faisant plusieurs centaines de morts, mais aussi énormément de blessés par balles de ces gens qui manifestaient sans armes pour essayer de retrouver, de pouvoir entrer en Israël pour retrouver leur territoire. Alors malgré cela, à Gaza, il y a toute une activité culturelle qui existe, et puis aussi surtout des associations de soutien scolaire donc aux enfants. Et lors de cette soirée du 23 octobre, nous aurons à partir de 17h une communication avec des Gazaouis qui s'occupe de périscolaire pour aider les enfants. Donc par un système de Skype ou par Zoom pour sans pas vouloir nommer. faire la publicité. Enfin bon. Oui. Donc on a fait des essais pour voir si ça pourrait fonctionner, parce que notre inquiétude sur Gaza, c'est pas d'avoir des correspondants, c'est d'avoir de l'électricité. Oui. Et notre correspondant qu'on avait à Gaza nous a dit, vous n'ayez pas de soucis, nous avons 2 groupes électrogènes, des batteries, donc tout se passera pour le mieux. Et je cite cette anecdote parce que ça montre la capacité de résilience des Palestiniens, parce que cette personne qui vit à Gaza, si ça se trouve, en face, il y a 2 immeubles qui ont été pulvérisés par l'aviation israélienne, et que plus les drones qui tournent au-dessus sans arrêt. Sans arrêt. Donc c'est des conditions extrêmement difficiles, et malgré ça, cette personne a le moral et est prêt donc à nous faire découvrir l'activité de son association sur Gaza. Donc ça c'est si les anciennes ou les gens du Grand Nancy veulent dialoguer avec les gens de Gaza, ils doivent se rendre sur le site, il y aura sur le lien avec Zoom, on peut effectivement accéder donc à la conférence ou à l'entretien qu'on aura avec Gaza. Et les gens intéressés, comment ils récupéreront le lien? Voilà. Est-ce qu'ils écrivent à la FPS, à fps54@laposte.net par exemple? S'ils souhaitent avoir le lien internet pour pouvoir se connecter, on leur donnera bien volontiers pour participer à cette rencontre. Ensuite, nous aurons un intermède musical et puis une pause restauration avec un petit buffet oriental pour tout le monde. Et en troisième partie, donc à 20h30, nous aurons un court-métrage qui sera projeté. Il s'agit d'une rencontre avec une personne du Liban qui a connu la Nakba en 1948 et qui a donc été expulsé de son village qui s'appelait Al-Khalissa. Et lorsque nous avons fait une mission au Liban en 2020, nous l'avions rencontrée. Et elle nous parlait quand même avec beaucoup de tendresse et d'affection de sa terre disparue de Palestine. Et ce court-métrage, donc, il sera projeté donc à partir de 20h30 à l'espace Jean Jaurès. Alors une remarque, c'est que ce village... La même date. À la même date, oui. Une remarque, c'est que ce village d'Al-Khalissa, aujourd'hui, n'existe plus. Il a été rasé par les Israéliens, sauf la mosquée qui est restée, parce que nous avons eu l'occasion d'y aller quand nous étions au Liban en 2020. Et pour l'anecdote, c'est aujourd'hui la ville qui a été reconstruite sur ce village, c'est Kiryat Shmona. Et Kiryat Shmona, c'est une ville qui est jumelée avec Nancy. Voilà. Et il y a même une plaque à la pépinière. À la pépinière, il y a une allée qui s'appelle Kiryat Shmona. Et nous avons fait remarquer notamment à la mairie de Nancy qu'ils auraient quand même été assez logique d'ajouter que cette ville avait été construite sur le village d'Al-Khalissa qui a été détruit. Et en troisième partie, nous allons projeter le film One More Jump, un saut de plus. Alors c'est un documentaire qui a été réalisé par une Italienne et ça se passe à Gaza et ce sont des jeunes qui font des sauts entre les immeubles.
Voilà. Donc, en 2001, il y avait un film qui s'appelait Yamakasi et qui reprenait donc ce sport. Ce sport, oui, c'est un sport. Oui, tout à fait. Hein. Alors, ce film nous permet aussi de découvrir Gaza parce que tous ces sauts se font à travers les ruines des bâtiments de Gaza. Et puis aussi, il y a aussi un autre thème dans le film, c'est que ça montre aussi un Gazaoui qui s'est expatrié en Italie. Et donc, c'est tout le problème de vouloir soit réaliser ses rêves à l'extérieur, soit rester sur place dans son pays. Voilà, donc c'est le film One More Jump, donc ce documentaire qui sera projeté également à l'espace Jean Jaurès à Tomblaine. Donc le samedi 23 octobre. Le samedi 23 octobre à partir de 17h à l'espace Jean Jaurès. Donc un programme important qu'on peut réécouter. Quand on réécoute notre émission, tu viens de nous donner l'ensemble du programme qui commence par un échange vidéo avec des gens sur place d'une association d'aide aux devoirs. Il y a un buffet, il y a de la musique et il y a des films. Donc ça peut être un moment d'échange intéressant le samedi 23 octobre. Et puis ça permet beaucoup surtout de découvrir Gaza, dont malheureusement on ne parle que lorsque il y a des guerres, et que actuellement, la situation est extrêmement difficile, surtout avec le Covid. Hein. Les taux de vaccination ne sont pas ceux qu'on peut connaître en Europe. Hein. Et en Israël, qu'on nous vantait tant. Dernière chose, je crois qu'il y a un droit d'entrée, une participation aux frais de 5 €, c'est ça ? 5 € pour le film, l'ensemble de la soirée, et puis un repas oriental à 10 €. D'accord, voilà. Et tous les bénéfices seront reversés pour le centre à Ken Younis qui aide les enfants donc à l'école. D'accord, très bien. Oui, il faut quand même insister sur le fait que la situation de Gaza, c'est un scandale absolu. C'est quelque chose qui est complètement illégal depuis là aussi des décennies, puisque Gaza, la bande de Gaza dont parlait Patrick tout à l'heure, c'est en état de siège en permanence, c'est entouré par les troupes israéliennes, et même la frontière avec l'Égypte est plus ou moins fermée. C'est très difficile d'y entrer ou d'en sortir, et c'est une situation qui n'existe pas juridiquement. Et la communauté internationale, comme d'habitude, on attend qu'elle réagisse. Voilà. C'est illégal, complètement. Et on en parlait dans l'émission avec Sylvain Sipel. Oui. Effectivement, ce régime tient grâce à une police et une armée surarmée. Et moi, j'ai une petite brève. Le gouvernement israélien trouve qu'il n'y a pas assez de militaires et pas assez dans son pays. Le gouvernement Israël veut un service national universel pour remplacer le système actuel. Dans The Times of Israel du 23 septembre dernier, on apprend que Benny Gantz, le ministre de la Défense, cherche à former un comité pour réformer la politique de conscription. Le ministre serait en faveur d'un système universel pour remédier au fait que seule la moitié des recrues potentielles s'engagent dans l'armée après le lycée. Parce que faut savoir qu'en Israël, c'est une conscription obligatoire pour garçons comme pour filles, mais pas pour les ultra-orthodoxes. Et pas pour les Israéliens arabes. Et donc Benny Gantz voudrait inclure également les Israéliens arabes et la quasi-totalité des Israéliens ultra-orthodoxes. Il veut chercher à les obliger à effectuer un service militaire en Israël. Il a dit que après la fête de Sukkot, nous formerons un comité gouvernemental consacré à la réforme du service national et du service d'État, sur laquelle je travaille et sur laquelle l'establishment de la défense travaille depuis plus d'1 an. C'était ça à l'issue d'une réunion avec des soldats religieux. Voilà une réforme qui ne va pas vraiment dans le sens de l'apaisement et des tensions, voilà d'une recherche de la paix par le gouvernement israélien s'il était besoin de le démontrer une fois de plus. Quant à nous, le MOC, mouvement de l'objection de conscience, mouvement antimilitariste, pacifiste et non violent, notre rôle autour de ce conflit-là est de soutenir et de relayer les actions des pacifistes israéliens qui refusent la colonisation, parce qu'il y en a, même si ils sont suffisamment peu nombreux, pas suffisamment nombreux, qui refusent la colonisation israélienne et les violences faites au peuple palestinien.
Voici d'ailleurs la déclaration de l'objectrice de conscience Sahar Peretz le 8 octobre dernier, lors de la conférence du Parti communiste israélien. Elle a déclaré « Je suis si heureuse d'être ici ce soir pour participer à cette solidarité juif-arabe, cette même solidarité dont vous avez tellement peur, parce que vous savez qu'elle peut changer et influencer notre avenir commun. C'est cette même solidarité qui m'a fait décider de refuser le service militaire oppresseur, cette solidarité qui exige justice et égalité pour tous. » Sarah a été libérée de ce deuxième temps de prison le 6 octobre, donc 2 jours après elle faisait cette déclaration. Maintenant, elle se prépare à rendre compte et à annoncer son 3e refus de servir dans les IDF, c'est ça, hein, les forces de défense israéliennes. En conséquence, elle sera emprisonnée une fois de plus. Donc on parle régulièrement dans cette émission également des jeunes qui refusent parce qu'il faut faire leur promotion, parce que ils peuvent faire avancer la société israélienne pour plus de solidarité avec le peuple palestinien. Donc voilà, c'est une petite brève sur les déboires, sur les tristesses de Benny Gantz, ministre de la Défense. Ouais, le pauvre. Donc, je sais pas, tu as terminé? Je pense, oui. Oui. Sur Gaza, il faut le dire aussi, tu as parlé des pertes humaines là au début de ton entretien. Il y a eu 66 enfants qui ont été tués quand même. Hein. 66 enfants. Et c'est des enfants criminels, évidemment. Ouais. Et régulièrement, on apprend des gens qui se sont tués. Mais c'est surtout sur la marche du retour que ça a été dramatique, parce que les Israéliens... ils visaient surtout les jambes, les jambes et les hanches des Palestiniens, pour que les jeunes restent handicapés pour le restant de leur vie. Et aujourd'hui, à Gaza, dans les rues de Gaza, on voit énormément de jeunes qui sont extropiés. Et pour une info aussi, actuellement, il y a une tournée de footballeurs gazaouis qui tournent en France là. Et ce sont des Palestiniens qui ont été blessés et qui jouent au football, et donc ils sont passés dans plusieurs villes pour témoigner de leur situation à Gaza. Oui. En France. Des témoignages. C'est vrai. Bon. C'est à moi? Ouais, est-ce que tu as quelques brèves aussi? Non, oui, c'est surtout, comme d'habitude, pour appeler nos chers auditeurs et auditrices, ou nos chères auditrices et auditeurs, à taper avec leur petit doigt bout du nez sur Internet, sur UJFP et UAVJ, pour aller voir les sites concernés, parce qu'il y a des choses intéressantes. Alors, je veux déjà rappeler, il me semble que je l'ai dit la dernière fois, mais ça fait rien, on le redit une autre fois, c'est un des responsables de l'UJFP, l'Union juive française pour la paix, Pierre Stamboul, et il est en train de sortir un livre intitulé « Contre l'antisémitisme et pour le droit des Palestiniens » aux éditions Sileps. Voilà. Contre l'antisémitisme et pour le droit des Palestiniens aux éditions Sileps. Voilà. Pierre Stamboul. Pas raté, Pierre Stamboul. On l'a déjà eu au téléphone plusieurs fois. C'est vrai. Voilà. Alors sur l'UJFP, effectivement, il y a des choses intéressantes sur le site. Il y a en particulier un article de Dominique Vidal sur la différence, parce que ça recommence encore, la confusion qui est opérée entre antisionisme et antisémitisme. Alors, je rappelle pour la énième fois que l'antisémitisme est une infraction pénale. On n'a pas le droit d'être antisémite, c'est du racisme qui est passible de poursuites, sanctions pénales, alors que l'antisionisme, c'est une opinion politique que chacun peut avoir. Voilà. Et tu avais remarqué que le fameux député LREM Maillard, qui voulait criminaliser l'opposition au gouvernement israélien, en fait, et traiter tout le monde d'antisémite, ce pauvre, je vois qu'il a des soucis avec les Pandora Papers. Le pauvre, lui aussi, encore un pauvre, il a de l'argent dans les paradis fiscaux. Aïe, aïe, aïe. C'est vrai que ces gens-là ont raison de nous faire la leçon et de nous expliquer ce qui est bien et pas bien. C'est normal qu'ils donnent des leçons, mais il ferait mieux de nous dire comment il faut faire pour mettre des sous dans les machins. Paradis fiscaux. Les paradis fiscaux. Moi, j'ai quelques millions à placer là-bas. Bon, il jure que c'est pas de sa faute. Le pauvre. Bon, enfin bref, voilà.
Donc, allez voir les sites UAVJ et UJFP, vous y verrez des choses intéressantes. Sur le site de l'UAVJ, le Mouvement pour une autre voie juive, en particulier, on note le décès de Michel Tubiana, qui était un avocat, qui a été président de la Ligue des droits de l'homme. Voilà, et donc il y a un papier sur qui il était, etc. Donc c'est intéressant aussi à voir. Je pense que c'est quelqu'un qui méritait effectivement un hommage. Voilà, bah écoutez, on va peut-être s'en tenir là. Il y avait, on avait la réunion. Comment vous dites quoi? Elle demande un petit intermède musical. Ah bon, oui, d'accord. Parce que j'ai trop causé, c'est ça? Non. Oh non. Ah bon. Oh, loin de moi, c'était... Ah bon. Non, pas du tout, là. Non, parce qu'on a eu la réunion de la FPS il y a pas longtemps, et à chaque début de réunion, il y a quelqu'un qui fait le point sur l'actualité. Et là, donc, il y a eu plusieurs choses qui ont été relevées. Bon, il y en a 2 pages, on va pas les lire. Mais par exemple, voilà, le 7 septembre, 6 prisonniers palestiniens sont en grève de la faim contre leur détention administrative, sans charge ni procès. Voilà, encore une chose illégale. Certains depuis plus d'1 mois déjà. Ils le sont toujours à ce jour dans un état grave pour certains. Grève de la faim. Voilà, par exemple, 13 septembre, la FPS salue le courage des 6 prisonniers qui se sont évadés, mais s'inquiète des risques de mauvais traitements pour les 4 qui ont été repris depuis. Enfin, maintenant, ils ont été repris tous les 6. Elle demande à la France, à l'Europe, aux organisations internationales d'intervenir en ce sens auprès d'Israël. Mais ça, on attend. Mais Manu, je sais pas ce qu'il fait, mais peut-être qu'il fait sa sieste en ce moment. Voilà, sur la colonisation, le 8 septembre, par exemple, une famille palestinienne contrainte de démolir sa maison à Silouane. Imaginez que vous vivez ça. L'armée arrive et vous impose de démolir votre maison. Quartier de Jérusalem-Est, très menacé par la colonisation. Je rappelle que Jérusalem-Est, c'est en Palestine et que l'armée israélienne n'a rien à y faire. 9 membres de la famille Dwelk se retrouvent sans abri après la démolition de leur maison dans le quartier Al-Bustan, à Silouane. Voilà. Et il y a 100 maisons menacées. Ensuite, les élections, le 21 septembre, un sondage révèle que près de 80% des Palestiniens souhaitent la démission d'Abbas. Bon, ça c'est effectivement un problème, mais c'est de la politique locale, on va dire. Voilà, n'importe, 14 septembre, nombreuses arrestations en Cisjordanie, 16 Palestiniens au moins. Plusieurs maisons ont été attaquées dans le village de Yabad. Incidents très nombreux en Cisjordanie suite à la répression punitive de grande ampleur consécutive à l'évasion des 6 prisonnières. Voilà. Et puis, bon, sur Gaza, alors on annonce $1 milliard d'aide qatari et égyptienne pour la reconstruction de Gaza. Les travaux pourraient débuter dès octobre. Israël aurait donné son accord, ils sont gentils quand même, au passage des matériaux de construction. Vous voyez, on dit toujours du mal d'Israël. Alors, 14 septembre, brève visite de Naftali Bennett en Égypte, où il a rencontré le président Al-Sisi. Voilà. Alors, Naftali Bennett, c'est un des dirigeants israéliens, des nouveaux, là. Bon, voilà, c'est tout. On va pas en lire plus, mais c'est déjà pas mal. Et tout à l'heure, on va parler de Syrie au cœur, le festival Syrie au cœur. Donc on fait une pause musicale. Yo. Et on écoute Cyril Alexis au hasard, oui. qui nous chante. C'est notre Cyril à nous. Allez, c'est parti. Vous écoutez Parole de paix sur RCN. Dans cette émission, nous allons avoir au téléphone dans quelques instants Eva de l'association France-Syrie Entraide, qui organise du 12 octobre au 7 novembre la 3e édition du festival Syrie au cœur, la Syrie au cœur. Oui. Parole de paix, juste dire qu'on peut le retrouver sur 90.7 bien sûr en écoute, mais aussi en réécoute et podcast sur le site de RCN, rubrique Parole de paix, rcn-radio.org. On retrouve également les émissions Parole de paix sur la chaîne YouTube de RCN, en cherchant sur un moteur de recherche RCN Radio
Nancy. Sinon, on est diffusé les jeudis à 11h et le vendredi à minuit. Voilà, donc c'est des façons de nous avoir en direct, mais il faut utiliser toutes les façons de nous écouter. Donc, Yves, tu as invité par insert téléphonique Eva de l'association France-Syrie Entraide. Oui. À toi de jouer. Elle a la gentillesse d'être avec nous. Je crois qu'elle est arrivée là. Eva, Tout à tu fait, es là? bonjour. Ah, voilà. Et alors, Eva, je ne la connaissais pas. Je l'ai rencontrée hier, quelques jours auparavant. Le 12 octobre, hein, Voilà. parce que je sais pas combien on est aujourd'hui, mais bon. Et donc, je l'ai rencontrée pour la conférence qui a eu lieu à la MJC Lillebonne. C'était la première manifestation de Syrie au cœur, le festival Syrie au cœur, dont nous allons parler tous les deux. Alors, Eva est une des animatrices du festival Syrie au cœur. Elle appartient à l'association France-Syrie Entraide qui porte ce festival. Et explique-nous, qu'est-ce que c'est France-Syrie Entraide, Eva? Tu sais? Bonjour à tous, merci tout d'abord de votre invitation. France-Syrie Entraide, c'est une association Merci d'être là. qui est constituée en 2014 à Nancy pour en fait apporter une réponse à la vague migratoire des Syriens dont on avait tous conscience à cette époque et qui arrivait jusqu'à Nancy. Et donc en premier lieu, c'était du travail de soutien à l'intégration, en fait, par des cours de langue, de l'accompagnement dans la démarche administrative, puisque vous savez qu'en France, on est friand de paperasse, comme on dit, donc c'est assez compliqué pour les nouveaux arrivants. Il y a beaucoup d'obstacles à franchir. Donc c'était en premier lieu vraiment axé sur l'intégration, et puis à plus long terme également à travers des activités culturelles, de découverte, en fait, d'échanges. Que ce soit avec les enfants ou avec les familles. On a proposé des ateliers d'architecture, d'art plastique, etc. pour vraiment sur le long terme continuer à appuyer l'intégration de cette nouvelle communauté à Nancy. Oui. C'est important, effectivement, pour des gens qui arrivent d'un lieu où la situation est très difficile à vivre, notamment pour les enfants, bien sûr, quelquefois des familles qui ont été disloquées, voire en partie détruites, arriver dans un pays qu'ils ne connaissent pas, effectivement, être là à leur écoute, les aider à s'introduire dans la société qu'ils découvrent, c'est quelque chose qui est d'une importance capitale pour eux, effectivement. C'est beau. Tout à fait. Je pense qu'il ne faut pas sous-estimer cette nécessité. Oui, en c'est effet, important. On est face à des personnes qui parfois sont même assez effrayées. On passait une période de vie difficile, forcément, du fait du déracinement. Et face à ce nouvel environnement, je crois qu'il est très important qu'il y ait des passeurs, entre guillemets, pour permettre cette intégration qui ne se fait pas toujours d'elle-même. Ça demande des ressources individuelles très importantes que tous n'ont pas, bien évidemment. Bien sûr, en plus ils ont peu de moyens, bien sûr. Ouais. Et donc, alors, dans ce cadre-là, ça fait déjà 3 ans, je crois, qu'a été créé le festival Syrie au cœur. Alors, la Syrie au cœur, ça a été créé pour la première fois en 2015, la première édition. Ensuite, il y a une deuxième édition en 2019. Et puis là, on est sur la troisième édition. Oui, ça fait pas 3 ans, c'est la troisième fois, mais ça fait pas 3 ans. C'est ça. Voilà, non. D'accord. La première était en 2015, dans la période de la vague migratoire. Donc la Syrie était vraiment sur le devant de la scène internationale, dans les gros titres de tous les journaux. Et aujourd'hui, je dirais qu'on se bat un peu contre l'oubli aussi parce que la situation en Syrie n'a pas changé. Il y a des velléités de reparler, de rétablir des liens avec la Syrie assadienne en toute impunité. Et on voit très bien que la Syrie disparaît des gros titres des journaux français, mais malgré tout, les choses sont loin d'être réglées. Le peuple syrien qui est présent, dispersé dans le monde et présent en France, vit toujours avec ces souffrances qui ne sont pas toujours pensées. Et c'est pour cela qu'on tenait cette année à réfléchir ensemble à la justice et peut-être à soutenir tous ces processus de justice qui se font jour dans le monde et notamment en Allemagne et un jour, on l'espère, en France.
Oui. Hier, donc, enfin pas hier, le 12 octobre, il y avait Non, c'est pas hier parce que on enregistre là et on sera diffusé, je sais pas quand. Alors donc, le 12 octobre, il y a eu une conférence où justement on a entendu un prisonnier qui était dans les prisons politiques entre guillemets de l'infâme Bachar el-Assad, et il a été torturé à plusieurs reprises, et il a vu des choses terribles, donc des souffrances physiques insupportables, et voilà, et ça fait partie du système, c'est comme ça. Voilà, les gens ne sont pas du même avis que le pouvoir, alors on les met en prison et on les torture, voilà. Et ça, c'est ce qui a été décrit, ce qui a été montré. Alors, il y a une exposition qu'il faut pas rater d'ailleurs, qui est à la MJC Lillebonne à Nancy. Et cette exposition, elle est faite aussi par un ancien prisonnier qui montre justement ces scènes de torture épouvantables là. Et franchement, ça ne donne pas vraiment envie de rigoler, quoi. Voilà. Et ça, c'est quand même... permet... pour un esprit français plus largement occidental, je crois qu'il faut vraiment voir et entendre ces témoignages pour y croire tout simplement, puisqu'on a la chance d'avoir vécu dans des sociétés qui n'avaient pas ce degré d'atrocité. Et face à la Syrie, je pense que c'est important, notamment du fait du contexte politique dans lequel on parle de reprise de contact avec le régime d'Assad, de se rappeler que ces atrocités-là font certainement partie des... Et il y avait également... Du XIXe siècle, mais je pense qu'elles ont... Voilà, elles font concurrence aux atrocités du XXe siècle qui ont été toutes traduites en justice. Oui. Mais une telle violence, quand même, je sais pas si on en voit à ce niveau-là beaucoup ailleurs, quoi, je crois pas. Hein. La magistrate que l'on recevra le 30 octobre dans les grands salons de l'hôtel de ville de Nancy a été interviewée sur France Culture, et elle disait que après sa carrière de magistrate pénale internationale, elle disait que l'ampleur, autant que Parle plus fort, Eva, parce que tu parles pas assez fort. Oui, pardon, on m'entend mieux là. Je disais que la magistrate qui interviendra le 30 octobre, et qui est une magistrate qui a une longue carrière de justice pénale internationale derrière elle, soulignait que l'ampleur des crimes auxquels elle faisait face et pour lesquels elle doit réunir les preuves, elle n'avait jamais vu ça. Oui. Alors, c'est une des intervenantes de Syrie au cœur. Donc, elle intervient quand? Le 30 octobre, à partir de 18h30, dans les grands salons de la mairie de Nancy. Ce sera une table ronde de très haut niveau, puisqu'on a cette magistrate internationale et un chercheur de l'Institut des hautes études pour la justice qui est spécialiste de justice transitionnelle, et on espère vraiment à la fois être informé de toutes les démarches internationales mises en œuvre pour la justice en Syrie, et peut-être également avec l'espoir d'y contribuer, puisqu'on veut mettre en lien ceux qui travaillent dans la justice, souvent dans l'ombre, ils sont pas très médiatisés, et avec les potentielles victimes et potentiels amis français de la communauté syrienne qui pourraient éventuellement participer à l'effort de justice à l'avenir. On veut vraiment que ce soit une table ronde qui rende les gens acteurs et qui soutiennent le processus de justice. Le 30 octobre, dans les grands salons de l'hôtel de ville de Nancy, place Stanislas, la plus belle place du monde, à 18h30. Le 30 octobre à 18h30. Tous les auditeurs doivent y être. On prendra les noms de ceux qui ne seront pas là. Voilà. C'est quand même une magistrate de la Cour de justice internationale, c'est quand même pas n'importe qui. Hein. Alors, elle travaille au mécanisme, ce qu'on appelle le mécanisme international impartial et indépendant, qui a été créé par le secrétaire général des Nations Unies lui-même en 2017, Guterres. C'est Antonio Guterres, qui l'a nommé, et le mécanisme a été créé par l'Assemblée générale des Nations Unies, donc avec la mission de réunir les preuves des crimes graves. Donc si vous voulez, il faut un peu le travail préparatoire d'investigation et de vérification de la recevabilité des preuves en termes de justice pénale, pour faciliter et accélérer le travail de potentielles juridictions qui se saisiraient de certains dossiers, donc des juridictions dans les États, comme la France, l'Allemagne, mais aussi la Suède.
D'accord. Et donc, hier, il y avait... pas hier, qu'est-ce que je raconte moi, Mardi 12. Le 12 octobre, oui. Il y avait une intervenante, donc, qui était une femme, qui est témoin aussi, et qui a parlé notamment de la problématique des femmes dans ce contexte difficile depuis des années. Et tu en tires quelque chose d'Ivoire? Comment tu as ressenti ça? Alors, cette intervenante, Rehab Shaker, nous a éclairé en particulier sur la littérature carcérale, puisqu'elle a effectué une recherche, en fait. Il faut savoir que la littérature carcérale en Syrie, la littérature... Rehab Shaker. Rehab Shaker, elle s'appelle, féministe syrienne. Spécialiste de la littérature des prisons et traductrice. Rehab Shaker. Oui, parle bien fort. Hein. Oui, elle a effectué une recherche sur la littérature carcérale, qui est en fait un style de littérature à part entière en Syrie, du fait des nombreux récits d'anciens prisonniers. Et elle a axé sa réflexion sur la figure du bourreau, la figure du geôlier dans les prisons, qui est une figure dont on entend très peu parler dans la littérature elle-même. Et parmi les gens, voilà, il y a énormément de Syriens qui connaissent des anciens prisonniers, mais il y a très peu de Syriens qui connaissent des anciens bourreaux. Et ces récits-là, ce point de vue-là est absent de la scène culturelle, et si je peux me permettre de l'appeler comme ça, du débat public syrien, même si il est limité. Et donc, elle nous a amené à réfléchir sur cette figure. Et ce que j'ai trouvé intéressant dans ses propos d'hier, c'est qu'elle, autant dans sa recherche qu'elle a menée entre les années 80, enfin, qui était ciblée début des années 80 jusqu'à 2008, donc tous les ouvrages de littérature entre ces dates-là, avec le recul, dans sa recherche, elle disait initialement que les bourreaux et ces geôliers étaient peut-être eux également des victimes, et elle en est venue à reconsidérer son point de vue en disant qu'elle avait peut-être été entre guillemets un peu trop gentille, et elle considérait aujourd'hui que on pouvait pas certainement parler du même niveau de victimes entre les prisonniers et les geôliers, et que chez les geôliers il y avait aussi une forme de responsabilité très grave et très importante qu'il fallait prendre en compte, et la notion de victime appliquée aux geôliers ne pouvait absolument pas permettre de défaire de toute responsabilité. Eva, excuse-moi, je te coupe, mais je vois des regards menaçants qui m'entourent. Je pense que je vais bientôt me faire frapper. Donc, c'est mes geôliers à moi. Donc, voilà. Et je tiens vraiment à remercier ta présence. Je te félicite pour le travail vraiment remarquable que tu fais dans le cadre de Festival Syrie au cœur, et j'appelle encore une fois nos auditeurs à aller voir le Festival Syrie au cœur. Il y a des adresses internet, il y a France Syrie Entraide. Vas-y. FR, le site c'est fr.fse-nancy.fr. Il y a 2 fois FR au début et à la fin. Oui. Vous y verrez le programme de la 3e édition de la Syrie au cœur. Sinon, on est sur Facebook. Le prochain événement, c'est mardi prochain à 20h. La projection du film Le Cri étouffé de Manon Oiseau, qui est un film de témoignage des femmes incarcérées dans les prisons syriennes et victimes systématiquement de violences sexuelles. Et le vendredi 22, il y aura le professeur Pitti qu'on a eu en interview. J'allais le dire, effectivement, la dernière émission, on a interviewé le professeur Pitti, comme on est en train de le faire avec toi. Et c'était évidemment très très intéressant. C'est un personnage très important, le professeur Pitti. Voilà. On vous attend nombreux et on vous remercie beaucoup de votre relais pour ne pas que la cause syrienne là, soit je suis sur le million d'auditeurs qu'on a, il y en a plusieurs qui vont venir. Au moins 3 ou 4. Si c'est pas 5. Nous achevons cette émission en remerciant Eva. Tu vois, il nous coupe la parole. Et Merci Eva, je t'embrasse tout fort. Et on se dit... Merci. Au revoir. Au revoir, et Parole de paix s'achève maintenant. On se dit au revoir tous et à la prochaine émission, les jeudis à 11h, ou sinon tard dans la nuit de vendredi à samedi à minuit, et sinon sur rcn-radio.org. Parole de paix. Au revoir à tous. Au revoir. Au revoir, monsieur, dame. Au revoir. RCN, www.rcn-radio.org